tout de suite quel va être mon propos aujourd'hui. Gérard de Nerval est un auteur qui peut paraître redoutable, étant donné la difficulté d'un certain nombre de ses textes, notamment ceux des chimères. Il est hors de question que je vous fasse l'exégèse de tous les textes de Nerval, c'est totalement impossible en une heure et demie. Il me faudrait une bonne petite semaine. Il faudrait que vous apportiez vos sacs de couchage, etc. Ça peut s'envisager, bien entendu. Et étant donné que l'exposition est consacrée à des illustrations de poésie, les textes sur lesquels je vais m'appesantir un peu plus sont évidemment des poèmes. Quelques-uns des poèmes tirés des chimères et un des odelettes, et je vous expliquerai les raisons du choix que j'ai pu faire. Donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est une conférence en deux parties. La première serait une sorte de présentation de Nerval du point de vue de la cohérence de son projet littéraire, des origines à la fin. Et la seconde, donc, une focalisation plus précise sur trois poèmes des chimères et un des odelettes. Alors, Gérard de Nerval, on pourrait d'abord dire qu'il est tout à fait représentatif de ce qu'a été la génération romantique, de ceux qui sont nés entre 1800 et 1810 et qui ont été à l'avant-garde de la révolution littéraire romantique. Puisqu'en effet, Gérard de Nerval fait partie de la bande de jeunes qui va prendre la Bastille littéraire, c'est-à-dire la Comédie Française, lors de la bataille d'Hernani. Et d'ailleurs, il avait tellement la confiance de Victor Hugo, le chef de file, que c'est à lui qu'avait été confiée la distribution des billets de reconnaissance, des petits carrés de papier rouge sur lesquels était marqué Hierro, en espagnol, demain, pour qu'il y ait ainsi la constitution du gang qui a occupé la salle de la Comédie Française. Il est également représentatif du romantisme en cela qu'après la Révolution de 1830, il va former, avec un de ses amis les plus proches, qui est Théophile Gautier, ce qu'on a appelé la bohème galante, c'est-à-dire la vie de bohème littéraire, dans l'hôtel du Doyenné, impasse du Doyenné, dans un petit quartier de Paris qui a aujourd'hui totalement disparu et qui se trouvait, qui jouxtait l'arc de triomphe du Carrousel. Alors donc imaginez entre la pyramide du Louvre et l'arc de triomphe du Carrousel un petit quartier, assez sordide, il faut bien le dire, dans de petites rues, d'immeubles plus ou moins délabrés, dans lesquels ils se sont installés et ils ont constitué une sorte de nouveau cénacle romantique, mêlant, comme tous les cénacles romantiques, écrivains et artistes. D'ailleurs, Corot a peint des panneaux dans l'appartement de ce petit cénacle de la bohème galante. Donc, tout cela a complètement disparu. Si vous voulez voir une description assez précise de ce à quoi pouvait ressembler ce quartier, eh bien vous lisez La cousine bête de Balzac. Il y a une description assez précise de ce petit quartier du Louvre. Il est également représentatif de la génération romantique, alors du point de vue, cette fois, du statut de l'écrivain, puisque Nerval ne pouvait pas du tout vivre des droits d'auteur. De son vivant, ses publications sont peu vendues, sont peu diffusées, et que fait-il? Il fait comme tous les écrivains romantiques de l'époque, il gagne sa vie dans la presse, en tant que journaliste. Il est un remarquable chroniqueur, et il est aussi un remarquable feuilletoniste. Alors un feuilletoniste, dans la presse du 19e siècle, ça ne veut pas dire un auteur de romans feuilletons, ça veut dire quelqu'un qui a le feuilleton littéraire, c'est-à-dire la critique littéraire, ou la critique théâtrale. Et donc c'est ça qui apportait des revenus à Gérard de Nerval, pas énormément. Il a hérité d'un oncle une somme de 30 000 francs, c'est tout à fait considérable, ça représente autour de 120 000, 150 000 euros à peu près,
mais qu'il va dilapider, non pas dans des dépenses extravagantes, enfin si une dépense extravagante, puisqu'il va fonder une revue qui s'appelle Le Monde Dramatique, pour soutenir et faire l'apologie d'une actrice dont je vais vous parler dans quelques instants, dont il était éperdument amoureux. Mais bon, c'est une très très belle revue qui n'aura que quelques numéros, mais pratiquement tout l'argent du tonton y est passé. Donc, vous voyez, tous ces éléments relèvent de ce qu'on pourrait appeler une biographie exemplaire d'un écrivain romantique né en 1808, donc, et qui traverse la décennie 20-30, 30-40, etc. Qu'est-ce qui va le différencier des autres? Qu'est-ce qui va faire que Nerval est Nerval? Eh bien, justement, ça va être quelque chose de tout à fait spécifique. Non pas la folie, hein, bon, il est de notoriété publique que Nerval a eu un certain nombre de troubles mentaux. Ce n'est pas ça qui le distingue. Ce qui le distingue, c'est que assez tôt, il va se créer un véritable mythe personnel qui va lui servir en quelque sorte de vie imaginaire, cette vie imaginaire lui apparaissant comme étant la vraie vie. Une vie supérieure à celle qu'il mène. Et la cohérence du projet littéraire de Nerval, à partir du début des années 1830, ça va être ce qu'on pourrait appeler, et ça a été appelé ainsi, il y a un très très bon livre qui porte ce titre, La marche à l'étoile. C'est-à-dire essayer d'atteindre une étoile inaccessible, à partir de laquelle tout prendrait une cohérence parfaite. L'univers lui apparaîtrait dans sa cohésion intime, il n'y aurait plus de contradiction, il y aurait une unité supérieure que Nerval appelle l'unité surnaturaliste, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la nature. Ce qui rejoint un certain nombre de doctrines ésotériques que le romantisme a repris à son compte. Et c'est un autre élément qui distingue Nerval des autres, c'est sa connaissance extrêmement approfondie de toutes les doctrines ésotériques et de toutes les doctrines hermétiques. Nerval était un lecteur boulimique. Il a une culture extraordinaire, non pas simplement une culture littéraire, il a tout lu, mais cette culture spécifique qui porte sur l'histoire de l'ésotérisme, sur l'histoire de l'hermétisme et sur l'histoire des religions. Alors parfois ce sont des lectures de seconde ou de troisième main, parfois c'est un petit peu, si j'ose dire, fouillis, mais à partir de ces lectures et de ces réflexions, de ces rêves, de ces aspirations, parfois de ces délires, il va se constituer un véritable syncrétisme personnel, syncrétisme, c'est-à-dire une réunion de tout un ensemble de croyances, de tout un ensemble de dogmes, de tout un ensemble de, comment dire, de doctrines empruntées à droite et à gauche et dans toutes les époques de l'histoire de l'humanité, mais qui constituent une forme de cohérence et d'unité supérieure. Il y a une anecdote qui est vraisemblablement authentique. Un de ses amis lui disait « Mais enfin Gérard, tu n'as pas de religion ». Et il répond « Comment je n'ai pas de religion? J'en ai 17 au moins ». Que veut-il dire par là? C'est qu'il connaît parfaitement la religion égyptienne, il connaît la religion hébraïque, il connaît les religions de l'Antiquité. Et il les amalgame au christianisme pour constituer une sorte de religion totale qui pour lui donne le sens de l'univers. Donc voilà ce qui fait que Nerval est Nerval. Voilà ce qui fait que la lecture des chimères, en particulier, est assez difficile. Car ces sonnets sont une sorte de condensé de cette foi nervalienne en cette réalité spirituelle, métaphysique, ésotérique et syncrétique qu'il transcrit dans les poèmes et qui toutes sont orientées en fonction de cette étoile à laquelle il faudrait essayer
de s'attacher, qu'il faudrait essayer de saisir pour enfin parvenir à ce point de vue supérieur sur l'univers, hein, ce qu'il appelle le surnaturalisme. Ce qui vous explique aussi pourquoi les surréalistes feront de Nerval un de leurs auteurs de prédilection. Et il y a d'ailleurs un petit texte d'Apollinaire qui dit nous pourrions nous appeler, nous aussi, des surnaturalistes. Simplement, surnaturaliste a une connotation un peu trop philosophique à notre goût, car à la culture de Nerval, il faut ajouter la culture philosophique. Et voilà pourquoi nous préférons nous appeler surréalistes. Mais voyez la filiation qui est ainsi établie. Et donc, dernier élément qui va distinguer Nerval aussi des autres romantiques français, c'est sa connaissance du romantisme allemand. En effet, les romantiques français connaissent un peu le romantisme allemand, mais ils le connaissent via des traductions. Très peu connaissent l'allemand. Nerval, lui, connaît l'allemand. Alors, il y a un débat pour savoir est-ce qu'il connaît bien l'allemand, est-ce qu'il connaît plus ou moins bien l'allemand, etc. Ça n'a aucune importance. Parce que, à 20 ans, il traduit le Faust de Goethe. Les germanistes disent que sa traduction n'est pas d'une fidélité absolue. Alors, cela dit, des traductions fidèles au XIXe siècle, il n'y en a pas. Mais que c'est celui des traducteurs de Goethe en français qui a le mieux compris l'esprit profond du romantisme goéthéen, dans une sorte de communion poétique, si vous voulez. Et comme il lit l'allemand, il a lu les auteurs du romantisme allemand, en particulier Novalis, que très très peu de romantiques français connaissent en dehors des quelques traductions qui existent. Et c'est aussi ce qui fait la singularité de Nerval, c'est que son romantisme va être un romantisme très fortement influencé par le romantisme allemand. Donc voilà, pour vous présenter très très rapidement, pour vous situer Nerval, dans sa courte vie, hein, né en 1808, mort en 1855, hein, retrouvé pendu à une grille de la rue basse de la Vieille Lanterne, là encore dans un quartier de Paris qui a complètement disparu, qui se trouvait place du Châtelet, entre le théâtre de la Ville et le théâtre Sarah Bernard, qui est aujourd'hui, c'est pratiquement l'emplacement de la fontaine, vous savez, la fontaine dans le style néo-égyptien. Hein, c'était là qu'était la rue basse de la Vieille Lanterne. Bon. Je reviendrai peut-être sur cette question de la mort de Nerval tout à l'heure. Alors, donc, cohérence du destin littéraire de Nerval. Premier élément, il y a trois territoires d'élection chez Nerval. Trois lieux qui sont à la fois des paysages, mais surtout une sorte d'extraordinaire réservoir de souvenirs, de mythes et de rêveries. Le premier, c'est l'Allemagne. Alors, mais l'Allemagne pour une raison biographique. C'est que Gérard de Nerval n'a pas connu sa mère, qui avait épousé un médecin des armées napoléoniennes. Elle a suivi son mari lors des campagnes, et elle est morte en Silésie en 1810. Nerval avait 2 ans. Et il y aura toujours, dans sa quête du féminin, il y aura toujours une quête de la mère absente. Et il y a une double perte, hein. Non seulement il n'a jamais connu sa mère, mais son père va perdre tous les souvenirs de sa mère lors du passage de la Bérésina. Hein, vous voyez que là, le destin s'en mêle véritablement. La mère est engloutie 2 fois, si j'ose dire, par l'Empire napoléonien. Alors du coup, comme elle est morte en Silésie, en territoire germanique, l'Allemagne est liée à la mer. Ça devient une sorte de terre maternelle mythique. Deuxième lieu d'élection, c'est le Valois. Pourquoi? Parce qu'il est élevé par un oncle qui vivait dans le Valois. Hein, Nerval va passer son enfance. Et pour lui, le Valois va être l'espace du bonheur, l'espace de l'enfance heureuse,
l'espace de la rencontre avec les jeunes filles, les fameuses filles du feu. Et il y aura toujours une aimantation nervalienne vers le Valois, qu'il évoque dans Promenades et souvenirs, et qui se trouve transmuté dans nombre de ses poèmes. Troisième lieu d'élection, c'est l'Orient. Il fait, comme d'autres romantiques, son voyage en Orient, comme Chateaubriand, comme Lamartine, comme d'autres encore, plus tard Flaubert, dans sa jeu, le moment romantique de Flaubert. Et l'Orient, pourquoi? Parce que c'est la quête des origines. C'est la quête du lieu originaire des religions. Donc aller vers l'Orient, en plus, c'est aller vers le soleil levant. C'est aller vers la lumière solaire, qui se transmue en lumière de l'étoile. Donc vous voyez, Allemagne, plus Valois, plus Orient, c'est le monde nervalien, que vous allez retrouver dans la quasi-totalité de ses œuvres, avec telle ou telle inflexion, telle ou telle coloration, telle ou telle modification, telle ou telle assimilation. Et ces espaces réels vont tous devenir des espaces imaginaires, des terres de légende et des terres de mythes. Ça, c'est le premier point à retenir. Deuxième point à retenir, c'est que Nerval va se créer un mythe féminin à partir du début des années 30, à l'occasion d'une figure réelle qui est une actrice qui s'appelait Eugénie Collomb, dont il est amoureux fou. Il ira tous les soirs voir le spectacle que joue Eugénie Collomb. Et on ignore encore, biographiquement, si entre Gérard de Nerval et Eugénie Collomb, il y a eu autre chose qu'une relation platonique. Ça n'a d'ailleurs strictement aucune importance. Car Eugénie Collomb devient la figure féminine autour de laquelle toute la rêverie du féminin va venir s'agréger. Elle va être le lieu originaire du mythe féminin de Gérard de Nerval. Et toutes les figures féminines qu'on va trouver dans sa poésie seront plus ou moins liées à cette image féminine fondatrice. Alors tout ce qu'on sait, c'est que Eugénie Collomb, de toute façon, a épousé un autre, que lui a été un amoureux transi, mais ça n'a aucune importance. Bon, elle a épousé un flûtiste, d'accord. Elle est morte très tôt, d'ailleurs, elle est morte, je ne sais plus si c'est en 41 ou 42, peu importe. Mais Eugénie Collomb reste ancrée dans la mémoire nervalienne, et elle est la figure de référence. Donc voilà, deuxième point de cohérence. Pourquoi? Parce que Eugénie Collomb, en tant que mythe féminin, va devenir l'étoile féminine. Dans la marche à l'étoile, une des composantes de cette étoile mythique, c'est le féminin. La terre du féminin. Et voilà pourquoi vous allez avoir toute une série d'œuvres de Nerval qui vont avoir des titres féminins. Les filles du feu, les chimères sont des êtres mythologiques féminins. Aurélia, le dernier grand texte de Gérard de Nerval. Mais il y a également Pandora, etc. etc. Hein, il y a une sorte, si vous voulez, de cycle permanent des figures féminines, dont la figure originaire de Eugénie Collomb est le point de départ. Hein. Je vous donne une petite citation de Nerval, qui ne fait simplement que je n'ai fait que commenter. Cette passion, dit-il, donc la passion que j'ai éprouvée pour Eugénie Collomb, cette passion est l'histoire de toutes. Je ne veux qu'indiquer l'influence qu'elle a pu avoir sur les rêves de mon esprit. Donc on est bien dans un amour qui est d'abord un amour imaginaire. Et c'est cette passion qui va jouer un rôle déterminant dans les troubles psychiques que Gérard de Nerval va commencer à ressentir, à éprouver à partir du début des années 1840. Alors, parlons donc maintenant de ces troubles psychiques. Gérard de Nerval a eu la chance relative d'avoir été soigné par deux des plus grands médecins aliénistes de son temps.
ceux qui justement ne pratiquent pas ce qu'on faisait trop souvent aux aliénés, hein, c'est-à-dire qu'on les enchaînait, qu'on leur fichait des douches froides à coups de jet, etc. Enfin, des véritables mauvais traitements. Hein. On pensait que le choc de la douche froide, ça remettait les gens en place. Ben non, là, ça ne marche pas. Et alors, quels sont ces deux grands médecins aliénistes? Ben, c'est le père et le fils. Le premier, c'est le docteur Esprit Blanche, qui avait une clinique à Montmartre, où Nerval a été soigné quelque temps, et mieux encore, Émile Blanche, le fils d'Esprit Blanche, dont la clinique se trouvait à Passy. Le bâtiment existe toujours, c'était l'ancien hôtel de Penthièvre, c'est aujourd'hui l'ambassade de Turquie, qui se trouve derrière, enfin on la voit depuis la maison de Balzac, de la rue Renoir. On le repère parce qu'il y a un drapeau turc qui, évidemment, flotte au-dessus du bâtiment. Et Émile Blanche, en particulier, va encourager Nerval à exorciser ses démons par l'écriture, en lui disant, mais écrivez ce que vous ressentez, écrivez vos rêves, écrivez vos délires, ce qui va donner un des plus grands textes de la littérature française, qui est Aurélia, dont je parlerai tout à l'heure, qui est le texte d'aboutissement de Nerval. C'est le dernier texte écrit, mais qui est en quelque sorte une véritable somme nervalienne. Bon. Donc voilà, hein, deux points tout à fait fondamentaux. Le rapport que Nerval va avoir à ces troubles mentaux, que les psychiatres contemporains ont tantôt qualifié de schizophrénie, tantôt de troubles bipolaires. D'après les descriptions que l'on a par les médecins qui l'ont soigné, les témoignages de ses amis et aussi quelques interprétations de ses textes. Mais c'est toujours très très délicat de faire un diagnostic médical à partir d'un texte littéraire. Hein, car un texte littéraire est une fabrication, bien entendu. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est écrit là au fil de la plume. Hein, et surtout Nerval, hein, qui est un écrivain extrêmement méticuleux. Mais Nerval ne va jamais assumer véritablement sa folie. Il va considérer que c'est au fond sa personnalité même. Il va vivre avec sa folie, mieux même, c'est sa folie qui le fait vivre. Parce que dans sa folie, il peut rassembler toutes les composantes de son imaginaire. Pour lui, il a l'impression que la folie est une vérité. Parce qu'il identifie la folie et le rêve. Et c'est le rêve qui détient la vérité. Voilà ce qu'il écrit. Je suis toujours, et j'ai toujours été le même. Et je m'étonne seulement que l'on m'ait trouvé changé. Après justement une crise de folie qu'il avait eue. Hein. Et il acceptera de dire qu'il est malade. Mais fou, non. Et lorsque il va entreprendre Aurélia, en 1853, lorsqu'il est dans la clinique du docteur Émile Blanche, voilà ce qu'il écrit. J'entreprends d'écrire et de constater toutes les impressions que m'a laissées la maladie. Alors le mot impression, il faut le prendre, je crois, dans deux sens. L'impression, ce qu'on ressent, comme chez les impressionnistes, l'impression visuelle, mais également l'impression dans un sens plus concret, ce qui s'est imprimé dans mon esprit. Et vous voyez comment on peut, par un jeu de mots, passer de l'impression dans l'esprit à ce qui va être imprimé dans le livre. Il y a une véritable continuité chez Nerval. Alors qu'est-ce que c'est pour lui que sa folie? Eh bien, je vais vous lire un passage d'Aurélia, puisque c'est dans Aurélia que vous avez la grande définition nervalienne de ce qu'il estime être sa propre vérité. C'est l'incipit. Le rêve est une seconde vie. Tout est dit. Cette phrase rassemble tout ce qu'il a écrit jusque-là et inaugure ce qu'il va écrire dans Aurélia. Je continue un peu.
Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Alors, les portes d'ivoire ou de corne, c'est une citation. Ça vient d'Homère et ça vient de Virgile dans l'Énéide. Encore la culture classique. Il a fait ses études au lycée Charlemagne, où il a remporté un prix de version latine. On disait qu'il était mauvais en thème latin, mais en version, il était très bon. Mais là, autre point commun avec tous les autres romantiques, c'est leur culture classique. Ils sont tous passés par les établissements scolaires de l'époque, où on faisait beaucoup de latin, un peu de grec, énormément de latin, on lisait toute la littérature latine, on écrivait en latin, on faisait des poèmes en vers latin, etc. Et tout ça fait partie de leur bagage. Ils n'ont pas besoin de dire ça vient de Virgile, parce que quelqu'un qui les lit à l'époque sait que ça vient de Virgile. Ils connaissent Horace, ils connaissent par cœur des milliers de vers latins, qui évidemment reviennent sous leur plume, qui s'amalgament à leur propre écriture. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. Le rêve continue l'existence. Voilà pourquoi le rêve est une seconde vie. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu, et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis, le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Le rêve est une voie d'accès à la surnaturalité. Donc, rêver, ce n'est pas être absent au monde, non. Rêver, c'est entrer dans le vrai monde, celui d'au-dessus. Je continue quelques pages plus loin. Ici a commencé pour moi ce que j'appellerais l'épanchement du songe dans la vie réelle. Autrement dit, rêver est une seconde vie, et chez Nerval, ce rêve va venir peupler sa véritable vie, l'amalgame est complet. C'est comme ça qu'il définit sa folie. La folie, c'est ça pour Nerval. C'est l'épanchement du rêve dans la vie réelle. À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double. Et cela sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m'arrivait. Seulement, mes actions insensées en apparence, en apparence seulement, étaient soumises à ce que l'on appelle illusion selon la raison humaine. Je ne déraisonne pas, j'ai une raison supérieure. Voilà pourquoi Nerval n'acceptera jamais de se reconnaître comme étant fou. Parce que sa folie, c'est la vérité. Voilà Aurélia. Encore une fois, si vous n'avez jamais lu Aurélia, ce n'est pas un texte facile, même s'il est écrit de manière limpide. Vous n'avez aucune difficulté syntaxique, de lexique, etc. Ça n'est pas une écriture hermétique. Les significations peuvent l'être à un certain moment, mais lisez Aurélia. Et après cela, quand on a lu Aurélia, eh bien, tout ce qu'on connaît de Nerval avant prend admirablement sens. En d'autres termes, donc en termes littéraires, cet épanchement du rêve dans la vie réelle, ou cette assimilation du rêve à une seconde vie, comment est-ce que ça va se traduire? Eh bien, tout simplement par le triomphe du mythe. C'est-à-dire que, sous sa plume, l'ensemble des mythes fondateurs de l'humanité vont se trouver rassemblés. Puisque le but, c'est d'accéder à une vérité supérieure. Il s'agit donc d'écrire en rassemblant dans les œuvres littéraires toute la mémoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce que tout revient. Et la foi philosophico-religieuse de Nerval est la suivante, c'est l'éternel retour.
les dieux anciens reviendront. Car les dieux anciens ne sont pas fondamentalement différents du Dieu du christianisme. Le Dieu du christianisme n'est qu'une nouvelle version des dieux anciens. Rien ne se perd. On croit oublier, mais ça reviendra. Et il y aura une migration des âmes qui s'appelle la métempsychose. Mythe de l'éternel retour, mythe de la métempsychose. Donc, écrire la totalité des mythes fondateurs de l'humanité, c'est écrire le passé, c'est comprendre le présent et c'est annoncer l'avenir. Il y a une dimension prophétique dans les textes de Nerval. Voilà encore quelque chose qui le rapproche et le différencie des autres romantiques. Le rapproche parce que le romantisme français se veut prophétique. Mais chez les autres romantiques français, prenez Victor Hugo, la prophétie est une prophétie humanitaro-politique. Le monde meilleur, la fraternité de l'humanité. Chez Nerval, c'est une prophétie spiritualiste. Nerval est très peu lié, très peu attaché à une vision politique du monde. Voilà encore une différence majeure par rapport au romantisme de la génération de la bataille d'Hernani, etc. Hein. Il est proche sur ce plan-là de ce qu'on a appelé la doctrine de l'art pour l'art, celle de Théophile Gautier, mais il la dépasse de très loin parce que chez Théophile Gautier et les autres, c'est le culte de la forme, hein, c'est le culte du style, hein, c'est arriver à la perfection poétique. Chez Nerval, c'est autre chose. Hein. La perfection poétique est au service de cette vision totalisante qui rassemble toute l'histoire de l'humanité. Autrement dit, dans chacun des sonnets des chimères, autrement dit, dans chacun de ces poèmes qui ne font que 14 vers, vous avez tout avec un T majuscule. Ce qui en rend la lecture complexe, car vous avez un feuilleté de signification qui est évidemment extrêmement épais, hein, et qu'on ne saurait élucider totalement. Dieu merci. Ça veut dire qu'on peut encore faire des thèses sur Nerval, c'est-à-dire qu'on peut faire chuter tous les étudiants qu'on veut à des oraux d'examen et des concours. Comment, vous n'avez pas vu ça? Non mais enfin, vous n'avez pas compris cette allusion? Ah, mon pauvre ami, bon, vous repasserez l'année prochaine. Donc, tous les textes de Nerval vont être des modulations, des variations et une progression vers cette accession à la saisie de l'étoile mythique par l'écriture. Voilà là, à la fois le projet extraordinaire de Nerval, voilà la difficulté de Nerval. Et ce qui explique aussi une certaine forme de mutation de l'écriture nervalienne que nous allons pouvoir observer avec les poèmes. Les poèmes qui ont été regroupés sous le titre Odelette ne présentent guère de difficultés de lecture. Ce sont des poésies qui sont souvent extrêmement agréables, plaisantes, etc., mais qui n'ont que très rarement une dimension ésotérique, qui sont tout à fait comparables, je dirais, et sur le plan stylistique, et sur le plan du contenu, et sur le plan thématique, tout à fait comparables à une grande partie de la production poétique de la fin des années 20 et des années 30-40. Lorsqu'il va entamer les chimères, il va passer sur un plan supérieur. Et la comparaison poétique entre Odelette et chimère, elle est flagrante, hein, comme vous avez peut-être déjà pu le constater en regardant les textes qui sont sous les gravures dans l'escalier de la médiathèque. Hein, vous voyez immédiatement que les poèmes qui sont les plus, je mets des guillemets, qui sont nullement méprisants, plus faciles, vous savez que c'est les Odelettes. Hein, ceux qui sont un peu plus difficiles, vous savez que c'est les chimères ou les autres chimères. Hein, là, il y a une différence de niveau d'expression, de niveau poétique. Ce n'est jamais une difficulté syntaxique, ce n'est que très rarement une difficulté lexicale. Il y a deux poètes très difficiles au XIXe siècle. C'est Nerval et Mallarmé. Mallarmé,
pose de vrais problèmes d'élucidation syntaxique. On peut parfois se gratter la tête pendant très longtemps pour dire mais comment est-ce que cette phrase fonctionne? Vous n'aurez jamais ce problème avec Nerval. Non, le problème que vous aurez avec Nerval, c'est de quoi est-ce que ça parle? Hein? De quoi est-il question? Mais pas comment en est-il question? Avec Mallarmé, c'est 1, de quoi est-il question? 3, 2, comment en est-il question? Donc, l'inscription, si vous voulez, de tous ces mythes personnels établit la cohérence du projet nervalien avec cette progression qui va des Filles du Feu de 1853 à Aurélia 1854-1855. Vous voyez, c'est à la fin de sa vie. En gardant bien présent à l'esprit qu'une partie des textes qui composent les Filles du Feu, une partie des chimères ont été écrites avant, mais prennent de nouvelles significations en étant intégrées sous la forme du recueil dans les Filles du Feu, qui est suivi des chimères. Alors ça, c'est très très important. Je n'aurai pas beaucoup l'occasion de vous parler du rapport entre chimères et Filles du Feu, mais le fait que ça a été publié dans un même volume, c'est pas pour des raisons d'économie de papier. Hein. C'est parce que les chimères apparaissent comme une sorte de passage sur un plan supérieur de ce qui est dit dans les Filles du Feu. C'est-à-dire que les figures féminines des chimères entretiennent tout un ensemble de rapports avec les figures féminines des Filles du Feu. Et vous voyez très bien que les Filles du Feu, c'est déjà une signification ésotérique. Les Filles du Feu, c'est pas simplement parce que ce sont des filles qui font une danse autour d'un feu dans le Valois. Au point de départ, c'est ça. Mais les Filles du Feu, c'est évidemment lié aux mythologies et aux religions anciennes. Le feu sacré, hein, le feu du culte. Bon. Et il semblerait qu'il y ait un certain nombre de textes antérieurs qui vont être recyclés dans Aurélia, mais Aurélia constitue un texte d'une parfaite cohérence qui est, comme je vous le disais, le point d'aboutissement. Je vous ici une parenthèse. Dans la critique nervalienne, une des choses qui a été les plus difficiles à établir, ça a été la chronologie des textes de Nerval. Puisque il y a un certain nombre de textes de Nerval qui ne sont pas datés, dont on avait les manuscrits. Alors, mais comment est-ce que, à quelle époque est-ce que ça peut être écrit? Alors, on fait de la critique interne, on compare avec tel ou tel autre texte dont on a une date de publication pour voir si c'est antérieur, si c'est contemporain, si c'est postérieur. Et donc, les Nervaliens ont passé beaucoup de temps là-dessus et on a aujourd'hui une chronologie fiable de la production nervalienne. Mais ça a mis pratiquement un siècle. Dernière chose que je voudrais dire sur Nerval, que j'avais un petit peu annoncé tout à l'heure, la mort de Nerval. Alors, la mort de Nerval a donné lieu à beaucoup de fantasmes et beaucoup de théories qui vont du suicide à l'assassinat. Alors, il y a la première explication qu'on a donnée pour contester la théorie du suicide, c'est que Nerval a été retrouvé pendu à une grille qui se trouvait à mi-hauteur d'un mur, avec les pieds qui frôlaient le sol. Il ne s'est pas pendu en haut d'une lanterne, même si c'est la rue de la vieille lanterne. Et donc on s'est dit, il a été assassiné, et on l'a pendu après pour faire croire à un suicide. Bon. Deuxième contestation, il aurait été victime de malfaiteurs, qui l'auraient dépouillé, et qui l'auraient pendu pour écarter l'hypothèse d'un attentat crapuleux. Le problème, c'est que Nerval, à la fin de sa vie, vit dans la pauvreté la plus extrême. Il n'y avait rien à dépouiller. On l'a retrouvé vêtu d'un habit tout à fait commun, sans manteau, alors que la nuit de sa mort, il faisait -18 à Paris. Alors, certains ont dit, c'est parce qu'on lui a volé son manteau. Ensuite, on a dit, ça ne peut pas être un suicide parce que son chapeau est resté sur sa tête. Oui, mais comme il ne s'est pas pendu du haut d'une lanterne, qu'il a été accroché à une grille, on peut très bien supposer que... Qu'est-ce qui milite en faveur de l'hypothèse du suicide? Le fait qu'il l'a évoqué plusieurs fois dans ses textes et dans sa correspondance.
Et, à mon avis, de manière plus convaincante, parce que le dernier texte qu'il a écrit, c'est le billet qu'il a laissé, je crois que c'était sa grand-mère, chez qui il vivait, parce qu'en fait, il est véritablement un sans domicile fixe à la fin de sa vie. Hein, il erre d'une maison à l'autre, à qui veut bien l'accueillir, mais on sait qu'il était hébergé par une parente, je pense que c'était sa grand-mère, si ma mémoire est bonne. Il laisse un billet: ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera blanche et noire. Alors on a beaucoup essayé d'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit sera blanche et noire? Ben, blanche et noire, vous voyez que c'est un oxymore. La nuit aura deux couleurs opposées. Et les figures féminines des poèmes de Nerval sont très souvent des figures oxymoriques. Celles qui sont du côté de l'idéal de la blancheur, celles qui sont du côté des enfers et du noir. La nuit sera blanche et noire, c'est la nuit où tout va se réunir. C'est la nuit où la synthèse finale pourra se réaliser. On peut très bien imaginer que son suicide n'est pas un suicide, c'est aller de manière définitive vers la vie supérieure, ce qu'il appelle la vita nuova, à la manière de Dante. Hein. Vous savez que Dante a écrit un texte magnifique qui s'appelle la vita nuova, la nouvelle vie, puisque pour lui, la mort n'est que la transition vers la vie supérieure. On peut très bien imaginer que ce ne soit pas un suicide de désespoir, malgré sa pauvreté extrême, mais un suicide d'espoir. Je n'en sais pas plus. Je pense qu'on n'arrivera jamais à savoir s'il s'est suicidé véritablement ou pas, mais je dirais qu'à la limite, ça n'a pas d'importance. Car la mort de Nerval est parfaitement cohérente avec l'œuvre de Nerval, avec ce tout dernier texte énigmatique et en même temps si typiquement nervalien. Donc, Nerval, par sa mort, d'une certaine façon, achève son œuvre, pas au sens de met fin à son œuvre parce qu'il ne va plus écrire, mais c'est l'achèvement, c'est la finalité de l'œuvre, c'est au fond le point final mis à Aurélien, qui est le testament nervalien par excellence. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de manière... Oui, j'ai une citation sur laquelle je vais terminer. Une citation de Nerval, qui est la suivante. Voilà. C'est une lettre à Théophile Gautier. Ô mon ami, que nous réalisons bien tous les deux la fable de l'homme qui court après la fortune et de celui qui l'attend dans son lit. Ce n'est pas la fortune que je poursuis, c'est l'idéal, la couleur, la poésie, l'amour peut-être. Moi, j'ai déjà perdu royaume à royaume et province à province, la plus belle moitié de l'univers, et bientôt je ne vais plus savoir où réfugier mes rêves. Bientôt je ne vais plus savoir où réfugier mes rêves. Le seul refuge des rêves, ce sont les textes. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à l'examen un peu plus circonstancié de poèmes de Nerval. Alors, on va commencer par le plus facile, qui est Une allée du Luxembourg, 1832, qui fait partie des Audelettes. Alors pourquoi ce titre des Audelettes? C'est une référence à Ronsard, hein, puisque Ronsard a inventé le mot, les Audelettes, comprenait de petites odes. Alors l'ode est un des grands genres de la poésie, dans la poésie classique, hein, les trois grands genres de la poésie, je le rappelle, les trois genres nobles, ceux qui sont classés en haut de la hiérarchie des genres poétiques dans les traités des belles lettres de l'époque, c'est l'ode, l'épopée et l'élégie. Eh bien, l'odelette est une petite ode, à la fois par sa dimension et par son contenu. Dans l'ode, vous célébrez de grandes choses, de grandes figures, de grands personnages, de grands sentiments, etc. Dans l'odelette, vous êtes proche d'une poésie plus familière. Pourquoi est-ce qu'il fait référence à Ronsard, comme il dit dans un de ses textes, c'est dans Promenade des souvenirs,
En ce temps-là, je ronsardisais. Pourquoi ronsardiser? Tout simplement parce que, pour Nerval, la poésie moderne, entendez la poésie romantique, ne doit pas être pensée comme une rupture avec la poésie d'avant, mais comme une continuation et un passage sur d'autres plans. Contrairement aux romantiques en théâtre qui disent qu'il faut rompre avec le théâtre classique, il faut qu'on invente une nouvelle forme, pour Ronsard, non. On ne va pas inventer une nouvelle forme, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas la forme, l'enjeu, c'est ce à quoi la poésie doit tendre. Bon. Donc, une allée du Luxembourg. Donc, vous avez peut-être vu, elle est illustrée 2 fois dans l'escalier. Elle a passé la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui, venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard, l'éclairerait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lui. Parfum, jeune fille, harmonie, le bonheur passé, il a fui. Bon. Très joli poème qui ne pose strictement, qui ne présente aucun problème d'interprétation. Donc ça va, je crois que quelqu'un voulait, pardonnez-moi. Qui ne pose aucun problème d'interprétation. Mais qui va donner lieu à toute une série, non pas d'imitations, mais de textes sur le même thème. C'est-à-dire les poèmes qui parlent de la passante, qui est venue de manière éphémère éclairer votre vie et qui disparaît à jamais, mais qui est l'occasion d'un fantasme, d'un rêve, d'une illusion, et dont le souvenir ne peut être fixé que par un texte littéraire et particulièrement par un texte poétique. Donc je vous ai fait une petite anthologie de poèmes consacrés à la passante dans la poésie du XIXe siècle. Avec l'hyper connu À une passante de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. On ne va pas les lire, c'est pour que vous puissiez les déguster à loisir. 2 qui sont peut-être moins connus, Tristan Corbière, dans Les Amours jaunes, Bonne fortune et fortune, alors là qui retourne un petit peu le thème, puisque la rencontre avec la femme, moi je fais mon trottoir, ça pourrait donner lieu à des interprétations un peu plus scabreuses, quand la nature est belle, je fais mon trottoir quand la nature est belle. Alors c'est très probablement un clin d'œil au Neveu de Rameau, parce que vous savez, au tout début du Neveu de Rameau, de Diderot, le personnage qui est moi, c'est un dialogue entre moi et lui, le neveu, moi dit qu'il se promène volontiers au Palais Royal, mais pour aller voir les joueurs d'échecs. Le Palais Royal était le haut lieu de la prostitution au XVIIIe siècle, et il dit que ses catins à lui, ce sont ses rêves, ses pensées. Alors je pense que moi je fais mon trottoir, il y a un petit clin d'œil de Tristan Corbière, j'en suis pas sûr, mais enfin je vous le propose comme liaison intertextuelle. Et vous voyez, regardez la dernière strophe, elle qui, la passante, alors évidemment avec un P majuscule, la allusion directe au poème de Baudelaire. Elle, avec son ombrelle, vraie valet de bourreau, je la frôlais, mais elle me regarda tout bas, souriant en dessous, et me tendit sa main, et m'a donné dessous. Comment dire, ça se transforme en une mendicité. Donc c'est assez drôle comme retournement du thème. Ensuite, Jules Laforgue, dans les complaintes, la complainte de la bonne défunte. Alors, vous lisez le poème, c'est exactement la même structure de base. Une rencontre fortuite dans la rue, la passante, que l'on décrit de manière plus ou moins vague, et qui suscite un désir, un rêve, évidemment inassouvi, et qui ne peut être transcrit que par le texte qui va évoquer ce souvenir qui est la trace fugitive, enfin la trace éternelle d'un moment fugitif. Et vous avez également donc
Apollinaire, avec Rosemonde, dans Alcool. Celle à qui j'ai donné ma vie un jour pendant plus de 2 heures, en jetant des baisers, simplement, il jette des baisers à une femme. Et puis, alors le dernier poème, plus long, vous le connaissez toutes et tous, même si vous ne connaissez pas l'auteur. Pourquoi? Et voilà, parce que Brassens l'a mis en musique. Eh oui. Donc je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. C'est une très belle chanson, mais un fait que Brassens a mis plusieurs poèmes en chanson. Et bien celui-là, c'est Antoine Paul, alors c'est 1918, et qui est une sorte d'amplification par sa longueur de tous ces poèmes du 19e siècle autour du thème de la passante, qui n'est pas inventé par Baudelaire. Il y a des poèmes antérieurs, mais peu importe, par Nerval, pardonnez-moi, mais c'est chez Nerval que ça trouve sa première forme qui va servir de matrice aux autres, car naturellement ils ont tous lu Nerval. Tout le monde a lu Nerval, même si Nerval reste un auteur relativement secret ou confidentiel au XIXe siècle. Tous les écrivains ont lu Nerval, tous les écrivains ont reconnu Nerval comme un des plus grands. Et le premier qui va écrire, non pas le premier qui écrit un texte sur Nerval, mais le premier qui va écrire une analyse véritablement profonde de Nerval, n'est autre que Marcel Proust. Parce que dans Les Filles du Feu, vous avez tout un ensemble de passages qui annoncent ce que Proust va reprendre, c'est-à-dire la mémoire sensorielle. Il y a déjà des madeleines dans Les Filles du Feu. Et Proust a reconnu en Nerval un de ces auteurs qui ont parfaitement compris quelle était la force motrice du souvenir dans l'écriture. Il y a des pages admirables. C'est dans le Contre Sainte-Beuve, où Proust fait ce qui est à mes yeux le premier commentaire d'une intelligence profonde sur l'œuvre de Nerval. Donc vous voyez, ce texte, ce poème des Audelettes, ce que je vais dire va peut-être vous paraître méchant. C'est pas du tout mon intention. Mais si Nerval était mort après une production poétique comme celle-là, on dirait de lui c'est un poète intéressant, mais mineur. Parce que le saut qualitatif qui s'accomplit à partir de la fin des années 30 et du début des années 40 ne s'est pas encore accompli. C'est exactement comme si Proust était mort avant d'avoir publié Du côté de chez Swann. On lirait encore du Proust, mais ce serait plutôt plus confidentiel. Il y a des tests entiers de Proust qui sont très très bien, mais qui n'ont absolument pas la notoriété de la recherche du temps perdu. Donc, Nerval aurait pu être un poète mineur. Ou, comme on dit, un petit romantique. J'ai horreur de cette expression, comme s'il y avait des poètes romantiques nains par rapport aux géants que sont les autres. On a heureusement banni cette formule des histoires littéraires aujourd'hui, mais ça a eu cours pendant longtemps. En revanche, alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent, et que les Romains s'empoignèrent, et que les Perses se percèrent, et que les satrapes s'attrapèrent. Je ne sais plus ce qu'il y a après. C'est donc les textes des chimères. Alors, il y a 12 sonnets dans les chimères, et il y a 9 sonnets qu'on appelle les autres chimères. Alors, qu'est-ce que c'est que les autres chimères? Ce sont des versions antérieures de sonnets des chimères, mais dont des ensembles complets, c'est-à-dire des ensembles strophiques complets, vont être redistribués dans les sonnets des chimères. Donc, au fond, vous avez un ensemble de 21 sonnets, mais avec 12 et 9, si vous voulez. Donc, la lecture des autres chimères s'impose pour comprendre les chimères. Mais je ne vais pas vous l'imposer, parce que si je commence par les autres chimères, vous n'êtes pas sortis. Et sur les 12, j'en ai choisi 3.
J'ai mis de côté le plus célèbre, El Dediscado, celui qu'on trouve encore assez souvent dans les manuels, dans les anthologies, etc. C'est pas parce que c'est le plus facile, mais c'est celui qui a été le plus commenté et à propos duquel il est très facile de trouver les exégèses. Je ne vous ai pas mis le dernier, qui est les vers dorés, qui est pourtant le sonnet d'aboutissement des chimères, avec le vers le plus célèbre, là, qui est vraiment dans la mystique romantique nervalienne, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Autrement dit, l'unité fondamentale de l'univers, c'est l'esprit avec un grand E, étant bien entendu que ce pur esprit, c'est l'esprit syncrétique qui rassemble tous les mythes et tous les dieux depuis l'origine de l'humanité. Et qui montre bien que s'il y a un pur esprit dans les pierres, il y a une unité fondamentale du cosmos. Il n'y a pas de différence entre le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Tout ça ne sont que des aspects d'une même réalité supérieure de la création. Bon. Donc je vous ai choisi Myrto, Artémis et Delphica parce que ça vous donne trois aspects à la fois différenciés et très semblables de ce qui se passe dans les chimères. Et on va commencer par Myrto. Donc on va le lire. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posili paltier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés de l'Orient, au raisin noir mêlé avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant. Quant au pied d'Iacus, on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. C'est qu'hier, tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain, l'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle hortensia s'unit au myrte vert. Bon, ce n'est pas simple. C'est admirable, mais ce n'est pas simple. Premièrement, pourquoi Nerval choisit-il la forme du sonnet? Pour la totalité des chimères, pour la totalité des autres chimères. Ça rentre d'une part dans la continuité des formes poétiques traditionnelles, puisque le sonnet est introduit en France, comme vous le savez, à la Renaissance, par les poètes de la Pléiade. Il est d'origine italienne, c'est chez Pétrarque, et chez Pétrarque, le sonnet, c'est deux groupes de vers, un huitain, un groupe de 8 vers, et un sisin, un groupe de 6 vers, qui après vont se diviser le huitain en deux groupes de 4, les deux quatrains, et le sisin en deux groupes de 3, les deux tercets. Autrement dit, c'est un poème asymétrique. 2 x 4, 2 x 3. Et dans l'idéal du sonnet, dans la forme régulière du sonnet, les rimes sont toujours disposées de la même manière. Là, les rimes masculines et les rimes féminines, vous savez qu'en poésie française, on distingue les rimes féminines, donc celles qui terminent par un E muet, si vous voulez, et les rimes masculines, toutes les autres. Les rimes féminines et les rimes masculines sont toujours disposées de la même manière. Donc on dit toujours ABBA, ABBA, CCD, EDE. Il y a une seule variante admise dans le sonnet d'une stricte régularité, ce qu'on appelle le sonnet marotique. Le second tercet n'est plus EDE, mais EED. Aucun des sonnets des chimères n'est un sonnet régulier. Mais pratiquement aucun des sonnets des Fleurs du Mal, puisque dans les Fleurs du Mal, pratiquement la moitié des poèmes sont aussi des sonnets, pratiquement aucun sonnet chez Baudelaire n'est régulier. Les romantiques, voilà la limite de leur transgression à l'égard du sonnet. C'est qu'ils vont disposer les rimes autrement. Pointe à la ligne. Mais les sonnets sont pratiquement toujours écrits en alexandrin, c'est ce que vous avez ici. Et en plus, chez Nerval, l'alexandrin est pratiquement toujours avec une césure à l'hémistiche,
c'est-à-dire 2 groupes de 6. Regardez le deuxième vers, opposili paltier, demi le feu brillant, vous avez 6 plus 6. Donc, pourquoi le choix du sonnet? Ça, c'est la première raison. La seconde raison est plus importante encore. C'est que le sonnet représente pour Nerval le défi ultime. Rassembler en 14 vers la totalité. Le sonnet comme forme poétique qu'il faut adapter au syncrétisme nervalien. D'où l'extrême difficulté. D'où la densité extrême d'un sonnet des chimères chez Nerval. Par ailleurs, dans l'idéal du sonnet, qui est asymétrique, il y a ce qu'on appelle, que les Italiens appelaient, avec Pétrarque, la volta. La volta, c'est-à-dire la rupture, le saut qui se fait entre les 2 quatrains et les 2 tercets. Les tercets devant opérer par rapport au quatrain un changement, alors qui peut être un changement de rythme, un changement de voix poétique, c'est peut-être plus la voix, même voix lyrique qui va parler, un changement de thème, etc., etc. Hein, autrement dit, on dit que les quatrains posent une situation et que les tercets la déplacent ou la renversent. Et que le dernier vers du sonnet doit être un vers qui vient, la pointe, qui vient totalement, à la fois rassembler et totalement décaler tout ce que les 13 vers précédents ont dit. Ouais, c'est un programme poétique particulièrement ardu. Hein. Tout le monde ne réussit pas les sonnets au XIXe siècle. D'ailleurs, de manière tout à fait ironique, Apollinaire, dans Alcool, va écrire des sonnets malades. Alors qu'est-ce que c'est que les sonnets malades? C'est des sonnets qui vont faire 3-3-2-2. C'est évidemment un clin d'œil. Pourquoi? Pour montrer que la forme du sonnet, elle est exténuée. Elle a tellement été travaillée par les romantiques, par Nerval, par Baudelaire, par Rimbaud. Rimbaud a écrit des sonnets, Verlaine a écrit des sonnets, qu'il n'y a plus moyen. Vraiment, le sonnet a été tordu dans tous les sens. Et moi, Apollinaire, tout ce que je peux faire, c'est vous proposer un sonnet éthique, rabougri. Il y en a un qui est magnifique, qui est un sonnet malade, dont le titre c'est Automne malade. Donc vous avez à la fois le thème romantique de l'automne, la saison qui annonce la mort, de la déréliction, de la mélancolie. Donc le thème mélancolique maladif, mélancolique maladif, c'est pas un pléonasme. Le thème mélancolique est devenu maladif, écrit sous forme d'un sonnet malade. Car Alcool est à la fois le premier grand recueil de la poésie du XXe siècle et le dernier grand recueil de toute la poésie française. Parce que Apollinaire a tout lu, lui aussi. Et c'est bourré d'intertextualité. Très difficile, Apollinaire. Là aussi, vous pouvez descendre votre candidat à l'examen en le prenant de très haut. Comment vous ignorez cela? Bien. Alors maintenant, de quoi est-il question dans Myrto? Qui est Myrto? Myrto est une figure mythique nervalienne qui rassemble toutes les figures féminines de la vie réelle, de la vie imaginaire et de la culture depuis l'Antiquité. Toute figure féminine chez Nerval est une figure de rassemblement de la totalité du féminin. Donc, vous avez ensuite, vous avez Daphné dans Delphica, vous avez Artémis, etc. Toutes ces figures sont équivalentes. Comprenez qu'elles ont le même poids, la même densité référentielle. Ce sont des noms différents pour cette même réalité imaginaire du féminin. Mais, bien entendu, Myrto est également choisi par Nerval pour 2 raisons. Il y en a une qui est une raison intertextuelle, puisque, comme vous le savez, Nerval a tout lu. Et ce premier vers, c'est un clin d'œil à André Chénier, le poème La jeune Tarentine. Elle a vécu Myrto, la jeune Tarentine, qui a exactement le même rythme. 3,
non, 4, 2, 6, que vous retrouvez dans ce premier vers de Myrtho. Donc déjà, vous voyez que ce sonnet est lourd d'un passé poétique recyclé par Nerval. Mais on ne va pas s'arrêter là, car en effet, Myrtho va également être le myrte. C'est la féminisation du myrte qui, dans la mythologie, est un des emblèmes de Vénus. Autrement dit, Myrtho est un avatar de Vénus. Et c'est pour ça que vous avez, à la fin du poème, dans le dernier vers, le myrte vert. Le myrte vert n'est pas simplement un écho sonore du titre et du premier vers, sans mauvais jeu de mots sur vers, mais c'est la réitération de l'assimilation de la figure imaginaire de Myrtho à l'emblème de Vénus. Donc je pense, alors vous pouvez traduire, je pense à toi, Vénus, divine enchanteresse. Le Posillipe. Le Posillipe, c'est le lieu du tombeau de Virgile, que vous avez dans le poème, Virgile. Toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, puisqu'évidemment, on avait planté un laurier sur le tombeau de Virgile. Le laurier, pourquoi? Parce que le laurier, la feuille de laurier, la couronne de laurier, c'est ce qui vient célébrer, c'est ce qui vient récompenser. Et aussi parce que le laurier ne perd pas ses feuilles. Autrement dit, il est le symbole vivant de Virgile. Virgile est dans le laurier, puisque le laurier est sur le tombeau de Virgile. Donc, non seulement je fais un clin d'œil à Chénier, mais je m'inscris dans la continuité de la poésie de l'histoire de l'humanité à partir de Virgile. Je pense à toi, Virgile. Donc, quand j'écris sous la dictée de Virgile. Virgile me parle encore. Puisque Virgile, comme vous le savez, c'est celui dont on a dit qu'il avait annoncé le christianisme, qu'il avait annoncé la venue d'une autre religion qui viendrait remplacer les dieux de l'Antiquité. Virgile comme un des premiers prophètes de l'histoire de l'humanité. Tout ça est derrière. Tout ça est derrière ce poème. Donc le Posillipe altier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient. Les clartés d'Orient, c'est pas simplement le soleil levant, c'est bien sûr le soleil levant. Hein, le soleil se lève sur le Posillipe, vient illuminer le tombeau de Virgile. Mais l'Orient, c'est la matrice. C'est le territoire mère des religions de l'humanité. Donc, je pense à toi, ça veut dire, je pense au monde. Je pense à tout ce que le monde a été depuis l'origine. Au raisin noir mêlé avec l'or de ta tresse. Car, au raisin noir, bien sûr, il y a des vignes, non loin du Vésuve. Le Vésuve qu'on va avoir tout à l'heure, le volcan s'est rouvert. Avec l'or de ta tresse de Myrtho. Donc, ce premier quatrain vous pose une manière de paysage, un lieu référentiel chargé d'histoire et de poésie, et un ensemble métaphysico-religieux. Tout ça en 4 vers. Donc je pense à toi, Myrtho, c'est penser beaucoup plus qu'à Myrtho. Myrtho, qui est une figure d'intercession, si vous voulez, entre le jeu lyrique du poète, car le jeu, c'est pas Nerval, c'est un jeu lyrique, c'est un jeu poétique, et cette immensité référentielle, et vous aurez toujours ce même système dans les sonnets des chimères, donc qui implique quelques élucidations. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quant au pied d'Iacus. Alors Iacus, c'est un des noms de Dionysos. Donc le dieu
le dieu du vin, le dieu de la vigne, le dieu du plaisir, de la fête, etc. Hein? Donc là, vous êtes dans une ambiance dionysiaque. Vous étiez un peu dans une atmosphère apollinienne dans le premier quatrain, avec le soleil, puisque Apollon, hein, c'est le char d'Apollon, c'est le char du soleil. Et là, vous êtes du côté de l'atmosphère dionysiaque. Autrement dit, vous tenez les deux aspects de la culture de l'Antiquité. On me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Donc, il est fils de la latinité, avec Virgile, mais il est également fils de la Grèce. Et avec l'Orient, il est fils de Jérusalem. Athènes, Rome et Jérusalem. Toute l'histoire de l'humanité, en tout cas de l'Occident. Le je que je suis est le fils, le point d'aboutissement de cet ensemble de filiation qui me rattache par autant de fils visibles et invisibles à une histoire. Donc vous voyez très bien que c'est une histoire syncrétique. Elle n'est pas chronologique. Vous n'aurez jamais, jamais, dans les poèmes de Nerval, d'histoire chronologique. Ce sera toujours une histoire syncrétique qui va amalgamer des ères, des époques et des figures différentes, mais qui sont identifiées par équivalence. Voilà pour l'ensemble qui pose. Hein. Les quatrains, ça pose une situation, ça pose un positionnement du jeu poétique. Et regardez ce qui se passe avec les tercets. Donc, regardez l'événement. Hein, les tercets, encore une fois, ça introduit une manière de rupture, qui peut être une sorte de rupture événementielle dans le déroulé narratif du poème. Et bien là, vous l'avez. Je sais pourquoi là-bas, le volcan s'est rouvert. Le volcan, c'est le Vésuve. Alors, ça fait allusion biographiquement à une éruption du Vésuve à laquelle Nerval a pu assister lorsqu'il voyageait en Italie. Bon, d'accord. Mettons ça de côté. C'est mineur. Le volcan qui s'est rouvert, c'est évidemment le volcan qui permet d'établir le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le volcan qui se rouvre, c'est une porte de communication qui s'établit sous la forme du feu. Myrto est une fille du feu. Regardez le vers suivant. C'est qu'hier, tu l'avais touché d'un pied agile. Comme si Myrto, en posant le pied sur une pente du Vésuve, avait ranimé la flamme sacrée. Et de cendres soudain, l'horizon s'est couvert. Voilà l'événement qui vient à la fois magnifier et perturber cette quiétude que vous aviez dans les deux quatrains. Deuxième événement, depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile. Alors, qui est ce duc normand? On pense généralement qu'il s'agit de Robert Guiscard, hein, c'est-à-dire le duc effectivement normand, le plus célèbre des Normands, qui a fondé le royaume normand de Sicile, des deux Siciles. Et comme vous le savez sans doute, Robert Guiscard, hein, en allant vers le sud, il est passé par Rome et il a quand même détruit le champ de Mars et le Capitole. Excusez du peu. Donc, ce vers pourrait désigner le moment où le monde hérité de la latinité, mais qui est un monde gréco-byzantin, voit ces dieux originaires qui sont refoulés loin de l'Italie. Alors on dit également que ce duc normand pourrait être une figuration mythique d'un jeune Anglais qui est venu perturber la cour amoureuse que Gérard de Nerval faisait à celle qu'on identifie biographiquement à Myrto, qui s'appelait Octavie, et vous avez une nouvelle des filles du feu qui s'appelle Octavie, et ce jeune Anglais, évidemment, aurait
se serait entremis, aurait venu être le tiers déplaisant. Vrai ou pas, personnellement, je m'en fiche. Je m'intéresse beaucoup plus à la mythologie qu'à l'aspect biographique. Non pas que ce soit négligeable, mais c'est tellement mineur par rapport à ce qu'est un poème de Nerval. Et donc, depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle hortensia s'unit au myrte vert. C'est-à-dire que même si les dieux d'argile ne sont plus là, par l'entremise symbolique de l'hortensia et du myrte, dans cette union symbolique de ces deux végétaux, eh bien, l'espoir est toujours vif, l'éternel retour pourra s'accomplir. L'éternel retour de quoi? Si le myrte est toujours vert, eh bien, Myrto peut revenir. Mais Virgile peut revenir. Les dieux de l'Antiquité peuvent revenir. Les dieux d'argile peuvent venir se combiner avec le Dieu du christianisme pour constituer une sorte de supra-divinité qui dirait la vérité surnaturaliste du monde. Voilà quelques aspects de Myrto. Je suis loin d'avoir tout élucidé et d'avoir tout dit. Mais ça vous donne, je crois, une idée du fonctionnement d'un sonnet nervalien des chimères. Hein? Alors, Delphica. On va terminer par Artémis, parce que c'est plus dur. Hein? On suit une progression, hein? C'est comme le général Alcazar dans Tintin, de plus en plus difficile. Delphica. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte, ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temple au péristyle immense, et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, et la grotte fatale aux hôtes imprudents, où du dragon vaincu dort l'antique semence. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Cependant, la Sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin, et rien n'a dérangé le sévère portique. Alors, avec ce que je vous ai dit sur Myrto, il y a des éléments qui s'éclairent immédiatement. L'éternel retour. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique, c'est l'éruption du Vésuve. Hein, voilà pourquoi je voulais commencer par Myrto, parce que dans Myrto, vous avez quelques clés pour comprendre Delphica. Mais ça n'explique pas tout. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il y avait un clin d'œil à André Chénier. Là, le clin d'œil est, non pas plus difficile, mais il est moins apparent pour nous, lecteurs français. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit, Nerval est un grand connaisseur de la littérature allemande. Et le clin d'œil ici, c'est la chanson de Mignon dans les années d'apprentissage de William Meister de Goethe. La chanson de Mignon, celle qui commence par « Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen » Connais-tu le pays où fleurissent les citronniers? In dunkeln Laub die Goldorgen glühen, c'est-à-dire et des oranges d'or dans le feuillage sombre. Les citrons, vous les retrouvez ici. La connais-tu, cette ancienne romance? Alors je vous le lis dans une traduction du 19e siècle, parce que c'est ce niveau de traduction que connaît très bien Nerval. Hein? Connais-tu le pays des citronniers en fleurs, et des oranges d'or dans le feuillage sombre, et des brises soufflant doucement du ciel bleu, du myrte silencieux et des hauts lauriers droits? Ne le connaîtrais-tu point? Oh, là-bas, je voudrais, là-bas, oh mon amour, m'en aller avec toi. Connais-tu la maison, son toit posé sur des colonnes,
la chambre d'où reflet la salle lumineuse, et les droites statues de marbre qui me regardent et demandent « Que t'a-t-on fait, ô pauvre enfant? Ne le connaîtrais-tu point? Oh, là-bas, je voudrais, là-bas, mon protecteur, m'en aller avec toi. Connais-tu la montagne, le sentier dans les nuées, le mulet dans la brume, il cherche son chemin, dans les cavernes vilangeances des dragons, la pierre y chute et sur elle les eaux, ne le connaîtrais-tu point? Oh, là-bas, c'est là-bas que mène notre route, ô Père, partons-y. » Magnifique poème. En allemand, c'est à pleurer d'émotion. Magnifique. Mais, vous voyez ici les éléments du texte de Goethe que vous retrouvez dans Delphica. La chanson de Mignon, la connais-tu, cette ancienne romance? La maison avec ses hautes colonnes, reconnais-tu le temple au péristyle immense? Donc vous avez une intertextualité, vous avez un texte filigrane, qui est la chanson de Mignon, que connaît très très bien Nerval, et qu'il récupère, mais qu'il transpose dans son mythe personnel. L'intertextualité nervalienne fonctionne toujours de la même manière. C'est une appropriation et une transmutation. C'est pourquoi on ne parlera pas de source. On dit parfois, la source de ce poème, vous allez la chercher chez Goethe. Ce n'est pas une source. C'est à la fois moins et plus. Moins, parce que ce n'est pas une imitation à partir de là, et plus, parce que c'est une véritable imprégnation poétique, grâce à laquelle le poème va à la fois s'écrire et devenir proprement nervalien. Alors, la connais-tu, Daphné? Alors, qui est Daphné? Daphné, c'est un des noms de... Je vous écoute. C'est une nymphe. C'est une nymphe dans la mythologie. Et c'est une nymphe qui est aimée d'Apollon. Mythe solaire. Donc cette nymphe chère à Apollon, et Daphné, si vous le mettez en rapport avec le titre Delphica, vous êtes dans les mystères delphiques. Les mystères delphiques, l'oracle d'Apollon. Autrement dit, je suis moi aussi, moi, je, poète, je suis un des oracles d'Apollon dans les temps modernes. Et biographiquement, on dit que, c'est toute réserve, que Nerval aurait emmené l'Octavie dont je vous parlais tout à l'heure à Pompéi pour faire revivre dans les ruines de Pompéi, dans les ruines du temple d'Isis, l'oracle désormais silencieux. Une façon assez particulière de faire sa cour. Et après tout, ça peut très bien marcher. Mais vous voyez que, encore une fois, tout désir amoureux chez Nerval se combine nécessairement avec la liaison à établir avec toute l'histoire de l'humanité, avec les mythes et avec les religions. Il avait essayé de dire ça à Génicolon, qui n'a pas été très sensible à ce genre d'hommage, qui ou bien attendait quelque chose de plus concret, ou je ne sais pas, mais en tout état de cause, il y avait incompatibilité entre les attentes de Génicolon et ce que pouvait lui proposer Nerval. Donc, l'ancienne romance, ce sont les anciens chants des cultes de l'Antiquité. Parce qu'on connaît l'importance majeure des chants dans les cultes grecs, dans les cultes égyptiens, le culte d'Isis, et également dans les cultes des dieux romains. Donc cette ancienne romance, c'est au fond l'espèce de voix collective des chants des religions anciennes, qui toujours recommence, l'éternel retour. Elle recommence toujours parce que moi, je poétique, je l'entends toujours. Et surtout, je la fais revivre par mes poèmes. Mais qui recommence toujours parce que dans l'histoire du monde, ça recommencera. Nous reviendrons à ces chants anciens et antiques
à cette ancienne romance. Et vous voyez comment ça dépasse la chanson de Mignon. La chanson de Mignon, c'est bon, c'est un chant dans le cadre intimiste, hein, une évocation sublime, certes, du paysage italien, tandis que le chant nervalien, c'est une invocation. La voix VOX de Nerval, c'est une voix VOIE vers les dieux. Par conséquent, un poème nervalien peut être identifié à un chant religieux. Le sycomore. Alors, tout à l'heure, nous avions le laurier, nous avions le myrte. Alors, on va retrouver le laurier et le myrte dans le poème. Mais là, il y a quelque chose de plus, c'est le sycomore. Alors, pourquoi le sycomore? Alors, c'est que le sycomore, c'est un souvenir de la Bible. Hein, parce que dans la fuite en Égypte, la Sainte Famille se réfugie, va prendre l'ombre sous un sycomore. Donc nous étions dans les religions anciennes, et je ramène dès mon deuxième vers, je récupère la religion chrétienne, puisque ce sont les mêmes. Hein, c'est un arbre merveilleux, le sycomore. Alors le laurier c'est Apollon et c'est Virgile. L'olivier. Alors l'olivier c'est un arbre qui est souvent associé à Minerve. Donc voilà une nouvelle déesse de l'Antiquité. Et le myrte, on l'a vu, c'est Vénus. Donc vous n'avez rien moins que Marie, Minerve, Vénus, Apollon, qui sont réunis en l'espace de quelques vers. Quant au saule, alors là, il y a peut-être une allusion discrète au saule qui a été planté sur la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène. Car le mythe du saule va jouer un grand rôle dans le mythe napoléonien. Hein, ceux qui font le voyage à Sainte-Hélène ramènent une feuille du saule qui a été plantée sur le tombeau de Napoléon. Je n'ai pas encore parlé de Napoléon parce qu'il n'est pas présent dans les textes qui sont ici, mais Napoléon est associé dans l'imaginaire de Nerval à toutes les grandes figures de l'humanité, non pas pour des raisons politiques, mais en tant que grand homme ou que demi-dieu, qui a réincarné, à sa manière, les grands dieux de l'Antiquité. Et donc le mythe napoléonien est intégré au mythe nervalien. D'ailleurs, les premiers textes publiés de Nerval en 1826, dans un recueil qui s'appelle Élégie nationale, qui sont signés Gérard L, donc l'initiale de son vrai nom, Gérard Labruni. Je n'ai pas encore dit pourquoi il s'appelle Nerval, mais je l'ai fait exprès. Gérard Labruni, donc Gérard L, et ce sont des poèmes à la gloire de Napoléon. C'est 3 ans après la parution du mémorial de Sainte-Hélène. C'est très exactement le moment où les romantiques sont en train de basculer vers le culte napoléonien. Et Gérard de Nerval participe à cela. Mais encore une fois, ce n'est pas des raisons politiques. Donc, vous voyez comment ce premier quatrain a posé la situation. Nous sommes dans le même dispositif. Et vous allez avoir, dans le second quatrain, vous avez la continuation de cette position initiale, de ce cadre initial, avec le temple mis en majuscule. Il faut être très très attentif à la typographie des poésies de Nerval. En particulier la ponctuation. Ici, c'est pas trop, mais vous voyez très bien qu'il y a un signe de ponctuation unique dans le poème. C'est ce qu'il y a avant le vers 14, c'est le tiret. Et sur ce tiret, il y a beaucoup à dire. Et je vais vous le dire. Second quatrain, vous êtes dans la même situation poétique.
narrative et descriptive. Le temple au péristyle immense. Alors le temple, au fond, c'est le temple qui rassemble tous les temples. Tous les temples des cultes anciens, mais qui peut être aussi le tombeau de Virgile. Puisque nous sommes au même endroit. Nous sommes dans ce même secteur de la géographie italienne réelle, mais qui est surtout, vous voyez bien, une géographie mythique. Et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, donc là les citrons, là c'est le clin d'œil évident à la chanson de Mignon, hein. Connais-tu le pays où fleurissent les citronniers? Et la grotte fatale aux hôtes imprudents, où du dragon vaincu dort l'antique semence. Le dragon vaincu, vous l'aviez dans la poésie de Mignon. Les dragons. Bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette grotte? Cette grotte, ça peut très bien être la porte des enfers. Hein, quand vous savez qu'il y a une grotte qui s'appelle la grotte de l'Averne, qui est l'entrée mythique des enfers dans la mythologie, et qui se trouve là. Averne, l'Averne, l'apostrophe A-V-E-R-N-E, vous changez la position des lettres, ça vous donne Nerval. Hein? Subtil, hein? Alors, en réalité, on ne vous le dit pratiquement jamais dans les biographies de Nerval. On vous dit qu'il s'est appelé Gérard de Nerval, qu'il choisit ce nom de plume, parce que, dans le Valois, il y avait une petite terre qui appartenait à sa famille, qui s'appelle le Clos Nerval. C'est tout à fait exact. Et ce Clos Nerval, le nom de Nerval, viendrait, totalement légendaire, d'un empereur romain qui est Nerva. Donc, même s'il prend le nom d'un clos familial, vous voyez tout de suite la filiation imaginaire qui s'établit. Mais moi, je préfère l'interprétation que je vous ai donnée. Elle est plus poétique et elle correspond tellement mieux à l'imaginaire nervalien. Pourquoi ne pas prendre comme nom celui de la grotte qui ouvre sur les enfers? Les enfers, ce n'est pas l'enfer chrétien, hein, ce sont les enfers de l'Antiquité, hein, de la mythologie antique. Donc, voilà ce qu'on peut dire à propos de cela. Peut-être quand même élucider un petit peu plus le dragon. Alors le dragon, mythologiquement, vous le connaissez. C'est le dragon qui a été vaincu par Jason, hein, dans le mythe de Jason. Et l'antique semence, ce sont les dents du dragon qui sont semées par Cadmus, et les dents du dragon donnent naissance à une armée. Donc, ces dents du dragon, cette antique semence, c'est aussi l'annonce du retour de la civilisation des dieux anciens, des dieux de l'Iliade. Oui, encore une fois, comment fonctionne le poème, hein? Sa lisibilité immédiate ne pose pas de problème, il n'y a pas de difficulté syntaxique. Mais dès qu'on commence à creuser, on s'aperçoit de ce feuilleté dont je vous parlais tout à l'heure, de ce feuilleté de signification. Et évidemment, puis je ne vous dis pas tout parce que je ne sais pas tout, et que personne ne sait tout, hein, sur cet ensemble de significations, d'allusions, etc. Donc, déplacement, la volta opérée par les tercets. Eh bien, elle est marquée par quoi? Par les pleurs. Hein, les dieux que tu pleures toujours. Cette jeune fille imaginaire, cette Daphné imaginaire, est une sorte de moderne Sibylle qui pleure les dieux dont elle célébrait le culte. Mais ils reviendront. Voilà, le retournement du retournement. Les dieux reviendront. Et ils reviendront parce que la philosophie et la religion antique, de toute façon, ont été continuées par la Renaissance, et que moi, poète romantique, je les continue. Je les fais advenir. Je les fais revenir. Je suis le nouveau prophète. C'est pas la folie.
C'est l'acte poétique par excellence. Je vous rappelle qu'étymologiquement, poésie, ça vient de poiesis, qui veut dire faire. Autrement dit, mon poème est un acte symbolique de recréation du monde, de participation, plus exactement d'activation de l'éternel retour. Hein? Mon poème est une baguette magique qui fait revenir les dieux. Alors la sibylle, dans le second tercet, la sibylle au visage latin, on la connaît, c'est la sibylle de Cumes. Hein? La sibylle de Cumes qui est endormie depuis que le christianisme a triomphé avec l'édit de Constantin. Voilà pourquoi vous avez Constantin, l'empereur Constantin. Hein, je vous rappelle l'édit de 313, hein, qui va établir le christianisme comme religion de l'Empire romain. Et donc, le portique de l'arc de Constantin, il est sévère parce qu'il semble interdire le retour des dieux anciens abolis par le christianisme. Mais la terre tressaille. Cet arc de Constantin s'effondrera ou se lézardera mythiquement. Le souffle prophétique qui nous vient, qui est un souffle tellurique, qui vient des enfers, par l'intermédiaire du volcan, par le feu sacré du volcan. Le monde va se réunifier. Et l'arc de Constantin ne sera plus qu'un moment de l'histoire de l'humanité que viendra relativiser l'éternel retour. Donc vous êtes là, dans un poème du mysticisme nervalien, encore plus avoué et affiché que dans le poème Myrto. Et je crois que j'ai le temps de terminer. Oui, si vous avez quelques minutes encore, on termine avec Artémis. Oui. Ah, le tiret. Alors, le tiret. Exact. Ce tiret. Alors, ce tiret, dans la lecture de la poésie, il introduit une pause dans la diction plus forte qu'un point. Autrement dit, le 14e vers doit être lu avec une attente. Et ce tiret, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise le temps. C'est le temps qui va retrouver sa circularité. L'horizontalité du tiret appelle la circularité du temps. Nous sommes encore dans un temps linéaire, nous allons accéder à un temps circulaire. Vous voyez que ce signe typographique n'est pas qu'un signe typographique. Artémis. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première, ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul, ou le dernier amant? Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort, ou la morte, ô délice, ô tourment. La rose qu'elle tient, c'est la rose trénière. Ne tenez pas compte du point-virgule, c'est lorsque j'ai recopié le texte, il y a eu un coupé-collé qui s'est mal fait. Donc ce n'est pas un signe typographique totalement énigmatique. Sainte napolitaine, aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche tombée, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Un peu plus hermétique que les deux autres, hein? Ouais. Bon. Alors, on va laisser Artémis de côté pour l'instant, on y revient le titre, veux-je dire. La 13e revient, c'est encore la première. Alors, si je vous dis que le titre primitif, c'est le ballet des heures, c'est la circularité du cadran de l'horloge. La 13e heure, ben c'est de minuit à 1h, ou de midi à 13h.
Elle revient, mais c'est toujours la première, puisqu'elle débute le jour, la journée. Donc, c'est ce vers-là qui vous indique ce qu'il en est de la circularité du temps. La 13e revient, c'est toujours la première. Hein? Autrement dit, les aiguilles peuvent tourner, le temps est toujours le même, le temps est circulaire. Donc, vous voyez que le tiret que vous aviez à la fin de Delphica vient de trouver sa solution. Et c'est toujours la seule. Alors la seule avec un S majuscule, est-ce que ça veut dire que c'est la seule heure ou quelqu'un d'autre, ou une autre figure, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière, es-tu roi, toi le seul, ou le dernier amant? Et je vous invite à passer tout de suite au dernier vers du second quatrain. La rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Alors la rose trémière, ça combine 13e et première. Et oui, vous avez la première syllabe. Eh ben oui, eh oui. La première syllabe de 13e et la dernière syllabe de première. Donc la rose trémière, c'est la fleur mythique ou mystique qui contient le temps. Et comme vous le savez sans doute, la légende ou la tradition veulent que la rose trémière ait été rapportée d'Orient par les croisés. Voilà, l'Orient est là. Élucidation de quelques mystères du poème, hein, je vais dans l'ordre du texte. La Sainte Napolitaine, c'est Sainte Rosalie. Sainte Rosalie, la rose trémière. Il y a une parenté phonétique entre la rose trémière et cette Sainte Napolitaine dont le nom est Rosalie. Alors évidemment, si on ne sait pas que la Sainte Napolitaine c'est Rosalie, on ne voit pas le lien avec ce qui précède. Hein? Romain pleine de feu, parce que Sainte Rosalie, qui est une sainte donc à Naples, est représentée avec des rayons qui partent des mains. Voilà. Hein? Elle est parfois associée à une roue avec des rayons qui partent d'un moyeu, comme Sainte Catherine. Et donc, ces rayons qui partent des mains de Sainte Rosalie sont associés à des mains pleines de feu. La sainte est aussi une fille du feu. Hein? Rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule. Sainte Gudule, sainte de Belgique. Hein, la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles. Et la cathédrale Sainte-Gudule possède une des plus belles rosaces de tout l'art gothique. La rosace, la rose au cœur violet, Sainte Rosalie. Hein? Et vous voyez que là, on est dans un poème qui exige des notes de bas de page. As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? La rose croix. Vous savez qu'il y avait une secte, une société secrète qui s'appelait les Roses Croix, qui disait qu'il faisait séjour visible et invisible parmi les hommes. Donc c'est le mythe des Roses Croix qui se trouve réinvesti avec les saintes du christianisme. Et la rose est une fleur qui est associée à la Vierge, comme le lys. La rose est une fleur mystique. Et dans toute la tradition ésotérique et dans toutes les traditions hermétiques, vous avez des développements extrêmement complexes sur le sens de la rose. Ce poème est un poème sur la rose, en même temps que sur Artémis, que je ne laisse pas complètement tomber, je vous rassure. Et vous voyez le second vers, c'est rose blanche tombée. Vous insultez nos dieux. Les roses blanches, celles qu'on dédie au culte de la Vierge. Il faut qu'elle tombe, parce que la Vierge n'est pas le terme ultime des religions. Elle n'est qu'une étape. Vous insultez nos dieux, vous insultez les dieux de l'Antiquité. Il ne faut pas insulter les dieux de l'Antiquité, parce que tous les dieux sont les mêmes. Tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle, la sainte de la Bible est plus sainte à mes yeux. Alors qui est Artémis? Artémis, c'est le nom grec de Diane. Mais vous savez qu'il y a deux Artémis. Il y a l'Artémis lunaire, associée à Sélénée, à la lune, et il y a Artémis Hécate. Hécate qui est une déesse des enfers, la sainte de l'abîme. Autrement dit, un poème dédié à Artémis est un poème qui conjugue le haut
et le bas, le ciel et les enfers, et qui est un poème syncrétique sur une déesse double qui figure bien par sa dualité du côté du ciel, du côté des enfers, la dualité fondamentale de l'univers qu'il faut rétablir dans sa cohésion profonde. L'univers n'est pas double, il est un. Il apparaît double à ceux qui ne savent pas, à ceux qui n'ont pas compris, à ceux qui n'ont pas fait l'effort de se placer du point de vue à partir duquel les contradictions s'abolissent. C'est ce que diront les surréalistes. Il existe un point à partir duquel toutes les contradictions, je ne sais plus quel est le verbe, s'effacent ou disparaissent, peu importe. Vous êtes dans la droite ligne de la pensée nervalienne. Donc, Artémis est un de ces, est un des sonnets des chimères qui va le plus loin, hein, et qui montre bien que le monothéisme du christianisme doit céder le pas à un polythéisme rénové. Ce polythéisme n'est pas hérétique, il n'est pas païen pour Nerval, c'est tout simplement la multiplicité des dieux qui sont autant de figures du même. Les dieux sont autres, mais ils renvoient tous au même. Nerval, et je terminerai là-dessus, comme je vous le disais, avait beaucoup lu les textes ésotériques et hermétiques. Il a notamment lu un auteur qui s'appelait Kreutzer, qui a été un des plus grands spécialistes de l'ésotérisme, auteur allemand, et qui donnait l'étymologie suivante pour Artémis, une étymologie très probablement controuvée, mais peu importe. Hein, dans l'ésotérisme, on invente des étymologies. Hein. Art, la terre, thème, la loi, id, le temps. Dans Artémis, il y a la totalité. Le nom d'Artémis rassemble tous les éléments. C'est totalement faux sur le plan étymologique, mais ça n'a strictement aucune importance. Hein, c'est une relecture du nom que Nerval connaît bien, parce qu'il l'a trouvé chez Kreutzer. Et donc, c'est un poème sur l'abolition du temps, et la reine dont il est question, la reine, c'est l'ensemble des figures féminines, non pas simplement les femmes de sa vie, non pas les femmes imaginaires, mais toutes les reines de tous les royaumes. Puisque pour Nerval, le culte de la femme établit le culte d'une reine. Je vous rappelle que la Vierge Marie est Regina Caelis, elle est reine des cieux. Hein? Et donc cette reine dont il est question, c'est une reine multiple. Donc, vous êtes dans le poème qui est peut-être le plus synthétique et le plus syncrétique de l'ensemble des chimères. Voilà pourquoi je voulais terminer dessus. Mais je voulais passer par les deux autres avant, parce qu'ils vous donnent un certain nombre de clés qu'on peut réutiliser pour Artémis. Parce que lire Artémis de but en blanc comme ça, on reste un peu quoi. Et c'est normal. Voilà, je vous remercie. Si vous avez quelques questions, je peux essayer d'y répondre. Jeanne. Oh, elles l'ont pas beaucoup lu. Hein. Nerval a été assez peu lu. Et de toute façon, non, je crois qu'il y avait très peu de Nerval dans les manuels de français à destination des établissements privés, en dehors des autres lettres. Par exemple, le célèbre poème « Il est un air pour lequel je donnerai tout Rossini, tout Mozart et tout Weber ». Ça va, ça pose strictement aucun problème. Les sonnets des chimères, c'est beaucoup plus compliqué. Oui? Je vois un rêve. Reine? Un rêve. Un rêve? Qu'est-ce que c'est qu'un rêve chez Nerval? Qu'est-ce que c'est qu'un rêve chez Nerval? Est-ce que ce sont de vrais rêves, c'est-à-dire ce qui se passe quand on dort, ou est-ce que ce sont des visions? Est-ce que ce sont des hallucinations? En réalité, on ne le sait pas.
Nerval a certainement eu des hallucinations, il a certainement projeté des visions intérieures sur ce qu'il voyait, mais c'est extrêmement difficile à établir. Dans Aurélia, il raconte que ce qu'il voyait était totalement, en quelque sorte, imprégné ou recouvert des visions qu'il avait. Hein? Je me figurais que. Bon, comprenez exactement ce que ça veut dire. Les figures que je pouvais voir lors de mes promenades, etc., devenaient d'autres figures. Et ces autres figures, c'était celles qui venaient de moi. Mais venaient-elles simplement de moi, ou étaient-elles des projections de ces vraies figures? Ou est-ce que c'est la rencontre entre mes figures à moi et celles qui émanent? Ou est-ce que ce sont des figures qui viennent d'en haut et qui se superposent aux figures réelles? Vous ne pouvez pas le décider. Vous ne pouvez pas le décider. Hein? Et ça n'a aucune importance. Parce que ce qui compte, c'est ce que ça va donner textuellement. C'est l'univers que ça va donner dans le texte. Mais pour ça, lisez Aurélia. Hein? Et vous verrez. Oui. Il est mort dans la misère. Il est mort dans la misère, oui, Comment vraiment. était-il vu par ses contemporains? Alors, par le cercle des amis et des vrais connaisseurs de la littérature, hein, ils savent que Nerval est un des grands. Pour le grand public, il est peu lu. Les chimères, les filles du feu et les chimères, ça a été lu, mais très peu compris. Hein. Et les filles du feu, ça peut être lu à un premier niveau de charmants récits, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus important. Quant à Aurélia, il faudra attendre pas mal de temps avant qu'Aurélia soit lue comme il faut et trouve vraiment son public. Hein. Donc, je dirais que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Nerval a été minoré dans l'histoire littéraire au XIXe siècle. Parce que sa surface éditoriale est très réduite. Mais ses amis savent que c'est un des plus grands. Et il est ami avec tous les écrivains de son temps. C'est un ami de Balzac, c'est un ami de Gautier, c'est un ami de Hugo, c'est de Gautier. Tous le connaissent. Et tous considèrent que Gérard de Nerval est d'abord un être tout à fait charmant. Il avait, paraît-il, une conversation éblouissante. Je n'en suis pas surpris. C'était un homme adorable et c'est un écrivain de très haute stature. Ils le savent. Et d'ailleurs, lorsqu'il est mort, il est également très ami avec Alexandre Dumas. Et à l'initiative d'Alexandre Dumas, ses amis vont se cotiser pour sa sépulture au Père-Lachaise. Parce que Nerval n'avait plus rien, sans ça il aurait été mis à la fosse commune. Hein? Et le monument funéraire de Nerval, qui est une simple colonne, hein, sur laquelle est marqué Gérard de Nerval, se trouve à quelques pas du tombeau de Balzac. C'est un voisinage qui me plaît beaucoup. Voilà. D'autres questions? Oui? Les feux sont dédiés à Dumas. Les filles du feu, il y a une très très longue dédicace à Alexandre Dumas. Oui. Un détail, si je me souviens bien, connais-tu le pays où fleurit, mais en français, c'est pas l'oranger, il me semble. Alors, c'est une question de versification. Le citronnier, ça ferait un pied de plus. Oui, c'est ça. Oui, alors, oui. Oui, le premier vers, on l'a traduit « Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ?» Alors que c'est dit « Zitronen » en allemand, et l'oranger arrive après, dans le texte allemand. Exact. Mais c'est une question de versification. Oui, exact. C'est tout? Oui. Je voulais savoir si les commentaires de poèmes sont trouvés dans le commerce. Oui, alors vous en trouverez quelques-uns d'assez bien faits sur Internet. Hein, vous tapez le titre du sonnet et vous allez voir plusieurs commentaires. Bon, quelques-uns sont très superficiels, mais enfin ça c'est le lot habituel d'Internet. D'autres sont beaucoup plus intéressants. Et vous pouvez également télécharger gratuitement des articles qui ont été consacrés à l'élucidation de tel ou tel des sonnets des chimères qui sont disponibles sur les grands sites d'articles de revues universitaires. Hein. La première édition qui s'appelle d'ailleurs exégèse des chimères, c'est-à-dire d'élucidation des allusions, des références, etc. C'est celle-ci. Alors, elle est introuvable aujourd'hui. Hein. Donc, c'était dans la collection des textes littéraires français
chez Drault et Minard, de 1969, par Janine Moulin. Alors malheureusement, c'est un livre qui n'est pas passé dans le domaine public, donc on ne peut pas le télécharger. Mais sur certains sites anglo-saxons, vous pouvez le télécharger d'une manière qui frise la légalité. Oui. Aimé connaissait les éthéistes. Est-ce qu'il avait une volonté d'être lu par peu de monde, enfin, d'être compris par peu de monde, par une petite élite de la FIU? Oui, alors je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où il sait très bien qu'un certain nombre de ces textes sont difficilement abordables. Non, parce que la sagesse qu'il entend propager, qu'il entend diffuser, vise le plus grand nombre, puisque ça concerne l'humanité entière. Hein. Donc Nerval ne se définit pas comme un auteur élitiste ou confidentiel. Rien à voir avec Mallarmé, par exemple. Hein. Non, comme l'ensemble des auteurs romantiques, il vise à être lu. Hein. Simplement, il se trouve qu'il l'a été peu, mais il a été très lu comme journaliste, en revanche. Hein. Les textes de Nerval qui paraissent dans la presse ont eu beaucoup de notoriété, parce que c'est vraiment un excellent chroniqueur, un excellent feuilletoniste, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais là, il y a une mission impossible, des œuvres complètes de Nerval, c'est pratiquement impossible à faire, parce que beaucoup de ces textes parus dans la presse ne sont pas signés, ce qui est une pratique très courante à l'époque. Hein, et justement, les spécialistes de tel ou tel des auteurs du romantisme qui a écrit dans la presse, souvent s'arrachent les cheveux pour savoir est-ce que ça c'est de lui, est-ce que ça c'est d'un autre, etc. Idem pour un certain nombre de textes littéraires qu'il a publiés dans la presse, mais qui ne sont pas signés, qu'on lui avait attribués, et puis après on lui enlève, on dit bah non, finalement ça c'est pas de lui, etc. D'autres questions? Alors je vous donne rendez-vous le 7 avril, alors cette fois au musée, où là on parlera plus particulièrement de la question de l'illustration de la poésie, un peu de manière générale au départ, et puis après en essayant de voir ce que ça peut donner sur telle ou telle des illustrations de Louis-Albert de Mongeon. Je vous remercie.